Bonjour, bienvenue dans Trajectoire commune, votre podcast qui parle de mobilité. La mobilité est en route. Quelle direction prend-elle ? Où pourrions-nous en être dans 10 ans ? Je suis Pascal Beria et j'explore ces questions fondamentales en présence d'experts Quizio. Pour mieux avancer, pour aller plus loin avec celles et ceux qui font la mobilité, pour celles et ceux qui la vivent. Un simple geste avec sa montre et Julie embarque pour un trajet transfrontalier sans ticket ni appli. Son itinéraire intégralement open payment de Paris à Cracovie couvre train, tram, bus et vélo décarboné. Peu importe le pays ou le mode, un seul paiement, une seule plateforme, un trajet fluide. On supprime les barrières invisibles entre les réseaux, explique Laura Nebout, experte mobilité. Le système, basé sur un pay-as-you-go harmonisé, reconnaît les abonnés réguliers avec des primes fidélité, tout en facilitant l'accès aux usagers occasionnels. Mieux encore, certaines villes récompensent chaque déplacement collectif ou actif. Des crédits bien-être ou culturels sont offerts, intégrant la mobilité dans une politique de bien-être public. Se déplacer devient un acte civique et bénéfique, pas une corvée. Extrait du podcast Transition 2040, réalisé le 9 février 2035. Bonjour Laura Raymondi. Bonjour Pascal. Vous êtes manager dans les équipes mobilité connectées chez Quizio. Donc j'ai une toute première question. Un voyage à travers l'Europe avec un seul titre de transport en poche en 2035, est-ce que vous y croyez ? Alors, pas à l'horizon 2035, parce que là aujourd'hui c'est plutôt des volontés nationales. Mais peut-être d'ici un horizon 2045, je dirais. Et alors, si on se remet à l'horizon national, qui a priori devrait être un petit peu plus intégré, pourquoi ça n'existe pas encore ? Alors, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt en fait une volonté locale, puis plus récemment une volonté régionale. Donc les écosystèmes commençaient à se structurer. C'est assez récent, c'est depuis vraiment 3 ans qu'il y a une volonté nationale qui avait été poussée à l'époque par Clément Beaune, le ministre des Transports. Mais qu'est-ce qui bloque en fait aujourd'hui ? Est-ce que c'est simplement parce que les différents acteurs autour de la table n'arrivent pas à se mettre d'accord sur à qui profite finalement, à qui revient l'argent ? Ou est-ce que c'est des problèmes d'interopérabilité technologique, technique ? Est-ce que c'est plus simplement peut-être la difficulté ? Est-ce que tous les territoires se mettent d'accord ? Alors, pour moi, le principal frein aujourd'hui n'est pas que technique, il est organisationnel et institutionnel. Alors d'abord, il y a vraiment une hétérogénéité des systèmes billettiques en France. Donc il y a certains réseaux qui ne sont pas du tout équipés aujourd'hui de solutions pour lire des QR codes type CB2D, des NFC. Aussi, il y a une logique de gouvernance. C'est vrai que les autorités commencent à se structurer, s'organiser en syndicats mixtes. Mais c'est vrai que c'est vraiment laissé à leurs mains. Donc c'est selon leur initiative, leur budget, la complexité de leur réseau. Mais alors, pardon, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit si c'est simplement la capacité des gens à se mettre d'accord, à un moment donné, il peut y avoir quand même quelqu'un qui s'appelle l'État, par exemple, qui tape un peu le poing sur la table. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des problèmes économiques ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Vous parliez de gouvernance. Est-ce que c'est parce que ce sont des gens qui ne se parlent pas ? Il y a quand même une décentralisation sur ces sujets de mobilité qui ont été fixés par la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Donc c'est vrai que chaque autorité organisatrice de mobilité a un peu repris la main sur ces sujets. L'État peut proposer des mesures incitatives, mais ne peut pas obliger aujourd'hui les autorités organisatrices de mobilité à se parler et à travailler ensemble. Voilà, je pense que c'est ça la difficulté aujourd'hui. Mais c'est de la mauvaise volonté ou c'est... Pardon, j'essaye quand même de savoir, parce que vu de l'extérieur, on se dit ça devrait être simple, mais non. Alors, c'est vrai que chaque organisation régionale essaie aujourd'hui de pousser sa marque.
Puis il y a aussi une logique économique donc régionale. Ils souhaitent investir en priorité dans le réseau. Donc tant qu'il n'y a pas de prise en charge financière par l'État, ça complexifie. Oui, l'argent. Voilà, là, c'est le nerf de la Pour guerre faire simple. malheureusement, mais voilà, là, je pense que ça se justifie dans ce cas de figure. Oui. D'accord. Si on revient un petit peu plus sur les modèles Mhm. de ces interopérabilités, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ou qu'est-ce qui est dans les cartons pour permettre justement ce voyage sans couture, comme on dit? Alors aujourd'hui, il y a 3 grandes logiques de distribution qui structurent le paysage du transport public en France. Donc on retrouve d'abord l'open payment. Donc là, il s'agit vraiment d'une validation directe avec une carte bancaire. On n'a pas besoin d'avoir un compte sur une application. Il n'y a pas besoin d'avoir un billet à acheter en amont. Donc c'est une solution qui se veut rapide, qui se veut fluide et qui est déjà déployée donc, dans plusieurs métropoles. Et cette solution, d'ici 2 ans, devrait couvrir près de la moitié des grands réseaux urbains. Mais par contre, ça reste limité pour les usagers qui bénéficient de tarifs réduits ou pour des trajets complexes. Le deuxième modèle, c'est le modèle Pay as you go ou post-payé. Et c'est sur ce modèle d'ailleurs que le titre unique s'adosse. Donc là, en fait, l'usager crée son compte en amont sur une application mobile. Il voyage sans acheter de titre au préalable et il reçoit ensuite une facture mensuelle qui est calculée au plus juste. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il ait le meilleur tarif possible selon son trajet. Et ce modèle, donc, dans le cas du titre unique, s'appuie sur une plateforme nationale d'interopérabilité. Et le troisième modèle, qui est le plus courant, c'est le modèle d'abonnement classique. Donc celui-ci reste pertinent vraiment pour les trajets quotidiens, avec des forfaits qui peuvent être hebdomadaires, mensuels ou annuels. Mais cependant, il est moins flexible pour tout ce qui est usage occasionnel ou interterritoriaux. Voilà, donc vraiment le défi du titre unique aujourd'hui, c'est de faire coexister ces 3 modèles en évitant une fragmentation des parcours clients. Et derrière ces modèles-là, est-ce que ce sont les mêmes opérateurs ou est-ce que ce sont les opérateurs de transport? Est-ce que ce sont plutôt les banques? Qui est-ce qui s'occupe de cette interopérabilité finalement entre les différents modes de transport? Non, c'est un écosystème en fait assez complexe. Donc c'est vrai qu'il y a des acteurs pour la partie vraiment développement de modèles Pay as you go. Qui sont plutôt des intégrateurs techniques. Après, pour la partie open payment, c'est plutôt des acteurs bancaires. Et la partie abonnement est plutôt gérée en propre par les autorités organisatrices. Et alors, on a entendu que finalement chaque solution s'adaptait plutôt à un profil. Mais s'il fallait désigner un grand vainqueur là-dedans, est-ce qu'il y en a un quand même qui, peut-être à l'étranger d'ailleurs, qui s'est imposé ou est-ce que vraiment on s'adresse une solution par profil? Alors aujourd'hui, c'est plutôt ce qui ressort. C'est vrai que chaque modèle a ses forces et ses limites. Donc dans certains pays, c'est plutôt l'open payment qui se développe en masse et qui va continuer à se développer dans les futures années, parce que, comme je le disais, ça mise vraiment sur la simplicité, et également l'anonymat. Mais c'est vrai que c'est peu adapté à des politiques tarifaires fines. Donc après, le poste payé, notamment en France, il est poussé par Île-de-France Mobilité aujourd'hui. Ça apporte une vraie souplesse, mais par contre, ça peut créer, pour les personnes qui n'auraient pas de téléphone portable, quand même une fracture numérique. Voilà. Et l'abonnement, par contre, permet aussi de conserver une prévisibilité pour l'usager fidèle, mais il se veut quand même peu souple. Donc, au final, le gagnant, parmi tous ces modèles, serait l'usager, si en fait une autorité organisatrice parvient à articuler ces modèles dans un environnement commun.
Alors, précisément, ce voyageur, cet usager, est-ce qu'on connaît finalement, est-ce que c'est quelque chose qu'il demande ou est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on lui propose aujourd'hui? On ne sait pas trop le taux d'équipement par rapport à ça. Alors, je suppose qu'en Île-de-France, le taux d'équipement en téléphone est suffisamment élevé pour pouvoir proposer ce genre de choses. Mais est-ce qu'on connaît finalement les envies de ce voyageur? Le voyageur veut vraiment un parcours le plus simple possible, le plus lisible possible, et c'est ce qu'on appelle un parcours sans couture. Voilà, donc les autorités organisatrices doivent pouvoir proposer des titres simplifiés, à l'instar de la nouvelle politique tarifaire qu'a proposée depuis janvier Île-de-France Mobilité, avec juste 2 titres de transport en Île-de-France. Oui, on l'a bien noté, effectivement. Et on se demandait pourquoi ça n'existait pas jusqu'à présent, précisément. Alors, on a évidemment compris l'intérêt pour le voyageur, pour le client. Est-ce qu'on peut citer des intérêts pour les autres acteurs qui sont autour de la table, les opérateurs, les transporteurs ou les territoires? Est-ce qu'il y a des intérêts en termes d'offres de services, des intérêts en termes de connaissance du territoire et des modes de déplacement des habitants? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un intérêt à la fois donc, pour les autorités organisatrices et pour les opérateurs. Donc, pour les autorités organisatrices, ça leur permet de publier, de contrôler leur grille tarifaire en ayant en fait des instanciations qui se veulent standardisées. Ça leur permet aussi d'avoir un reversement automatisé et sécurisé de leurs recettes. Et ça leur permet d'avoir accès à des données d'usage qui sont consolidées et qui sont précieuses pour elles pour le pilotage et l'évaluation de leur politique publique. Mais est-ce que cette collecte finalement de l'information peut profiter à d'autres services de mobilité? On parle beaucoup du MAS, enfin on en parlait beaucoup. Est-ce que ce genre de démarche est aussi connecté à ces services en déploiement? Oui, tout à fait. Donc ça permet de mieux calibrer en tout cas les besoins de transport à destination au final des usagers. Voilà, ça permet quand même d'avoir des remontées précieuses sur les flux, de mieux calibrer l'offre en général. Et alors, pardonnez-moi, mais c'est vrai que dès qu'on parle de données, on est obligé de parler de gouvernance, de sécurité. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces données? Comment est-ce qu'on garantit finalement aux voyageurs que sa donnée ne va pas aller se balader à droite, à gauche chez les grands opérateurs numériques? Comment est-ce qu'elles sont sécurisées? Les différentes autorités organisatrices, toutes des directeurs de la protection des données qui regardent attentivement comment sont aujourd'hui traitées les données collectées par les différents opérateurs. Donc c'est vrai qu'il y a un contrôle régulier qui se fait. Quelque part, les opérateurs doivent montrer patte blanche sur l'utilisation des données qui sont faites. Très bien. Alors, parlons le sujet de la décarbonation, qui est quand même assez transversal au sujet plus global de la mobilité. En quoi, finalement, ce titre unique peut contribuer à la décarbonation des transports, ou en tous les cas de la mobilité? Est-ce que ça favorise ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? Alors, en fait, la décarbonation, c'est vraiment l'enjeu majeur de ce projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'usagers qui hésitent à prendre les transports en commun parce que c'est compliqué pour eux. En fait, ils doivent se connecter à différentes applications. Ils sont un peu perdus parmi tous les titres disponibles. Et il y a trop de règles différentes d'un réseau à l'autre. Donc, c'est vrai que le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de prendre leur voiture face à cette complexité. Et donc le titre unique permet une fluidification de l'accès aux différents transports collectifs et intermodaux, et donc ça permet de lever ces barrières à l'usage. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un seul parcours client, une tarification qui soit plus lisible et plus juste pour les usagers, et avec cette logique de post-paiement, on évite les achats multiples.
Donc, l'idée, c'est vraiment que le transport public devienne plus simple, plus prévisible, et donc de faciliter le report modal. Et si on revient à notre petite fiction du début, est-ce qu'on peut imaginer ça, parce qu'on parle depuis tout à l'heure plutôt d'un transport urbain et de l'intermodalité du transport urbain, est-ce qu'on peut imaginer ça à plus grande échelle? Alors on parlait de l'Europe, c'est sans doute un peu prématuré, mais est-ce que ce genre de modèle-là, à l'échelle nationale, fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'elle fonctionnera en 2035? On en est où, en fait, de ce titre unique permettant d'aller je sais pas, de Paris à Avignon? Enfin, c'est déjà le cas, d'ailleurs, mais... Alors, à ce sujet, donc, il y a des avancées. Il y a une expérimentation qui va être lancée à la rentrée sur Tours, avec la solution développée en ce moment par Worldline, et basée donc, sur du post-paiement à l'usage. Voilà, donc là, c'est très concret. Donc la DGITM parle d'une phase d'expérimentation de 2 ans. Et elle espère que d'autres AOM vont adhérer à cette phase d'expérimentation. Et en termes de tarification, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour le coup un acteur externe qui s'occupe de la tarification globale du point A au point Z? Ou est-ce qu'on revient aux grands acteurs de la mobilité, que sont la SNCF, la RATP pour Paris, mais d'autres acteurs peut-être plus locaux? Alors, en fait, il n'y aura pas de tarification unique. Donc, c'est chaque réseau qui va devoir indiquer ces données de tarification, justement, sous un format normalisé. Aujourd'hui, il y a une norme qui s'appelle Intercode, qui est poussée justement par l'État, pour que toutes les AO aient leurs informations donc, sous le même format. Et alors aujourd'hui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais globalement, qu'est-ce qui bloque essentiellement? Est-ce que c'est les notions d'interopérabilité des données des différents opérateurs? On a vu donc il y avait un problème de dialogue entre les acteurs, mais est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus opérationnelles finalement qui bloquent? Alors justement, la création de ces instanciations tarifaires normalisées demande quand même un certain savoir-faire de la part des autorités organisatrices. Et donc certaines, en fait, aujourd'hui, ne sont pas dotées de personnel suffisant pour pouvoir créer leurs données de transport sous cette nouvelle norme. Alors, j'avais une dernière petite question qui est traditionnelle dans le podcast. Je voulais savoir si on commence demain cette grande interopérabilité des titres de transport. Vous commencez par quoi, vous? Alors, si je me mets à la place d'une collectivité ou un réseau qui souhaiterait rejoindre cette dynamique, en fait, c'est assez clair le plan d'action qu'ils devraient suivre. Il faudrait donc d'abord qu'ils puissent cadrer leur gamme tarifaire et donc créer leur instanciation sous ce format normalisé Intercode. Ensuite, qu'ils puissent adapter leur système billettique. Donc, en fait, se pourvoir de lecteurs CB2D et NFC. Ensuite, qu'ils contractualisent donc avec la plateforme nationale d'interopérabilité qui est aujourd'hui donc en développement par le gouvernement. Et enfin, qu'ils choisissent leur mode de distribution billettique. Donc en fait, ils ont le choix soit de garder leur application propre, soit de distribuer via un fournisseur de services numériques, ou sinon de s'intégrer dans l'application nationale qui est aussi en cours de développement. Voilà, donc en fait, il s'agit d'une démarche qui est assez graduelle, mais qui est quand même structurée. Et chaque territoire pourra vraiment avancer à son rythme, dans le respect de ses spécificités. D'accord. Et en fait, ce principe d'interopérabilité, est-ce qu'il ne se confronte pas immédiatement à un problème d'exclusion numérique? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne laisse pas finalement une partie de la population sur le bord du quai? Si, c'est vrai que c'est une réalité. Ça reste un sujet majeur. On estime qu'aujourd'hui, 17% de la population est en situation d'électronisme et que 25% de la population ne se sent pas à l'aise avec le numérique. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait des actions pour pouvoir rendre le numérique plus inclusif.
Mais est-ce que le numérique est incontournable dans ces services-là, ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose d'un peu inclusif ? Alors aujourd'hui, c'est pas le pari qui a été fait. Alors c'est vrai que c'est plutôt donc le développement d'une application nationale unique qui est faite. Après, chaque AO peut en parallèle continuer à garder des services plus inclusifs comme des guichets de vente classiques. D'accord. Et quand on parle de ce service unique national, est-ce qu'il n'y a pas des récalcitrants par rapport à ça, avec des régions qui veulent leur autonomie en termes de services de voyageurs ? C'est la difficulté aujourd'hui, et c'est pour ça que pour le moment, il n'y a qu'une seule autorité organisatrice qui participe au programme d'expérimentation. Pourvu que ça dure. Eh bien, merci Laura Raimondi. Merci Pascal. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts Trajectoire commune, proposé par Quizio. Quizio, expert de la relation client, de la mobilité opérationnelle et du conseil, pour inspirer et mettre en mouvement une mobilité responsable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur quizio.com. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode. Cette série a été conçue par Chapitre 4 et réalisée par la maison de production.